Loisirs chasse et pêche vous est présenté par les Amants de la nature, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale. Et bonsoir et bienvenue à Loisirs chasse et pêche, une belle émission qui se dessine. On parle d'armes et munitions avec Guy Paul des Amants de la nature. On parle aussi de nouveautés du côté d'éthique. On se transporte en forêt avec Suzanne Nature, question d'identifier quelques belles espèces. Et on regarde avec Éric de Taxidermie chez Éric comment bien préparer notre gibier pour l'amener à la taxidermie. Mais avant tout, je dois passer par-dessus une nouvelle qui, j'avoue, m'a frustré énormément. Pas une nouvelle, mais une continuation. On vous a parlé des mesures d'austérité que le ministre Couillard a opérées au niveau des forêts, faune et parcs. Vous vous en souvenez. Je vous ai dit qu'on ferait d'autres recherches, voir si c'était bel et bien ces mesures-là, telles qu'annoncées, qui s'appliqueraient. Vous l'aurez compris dans les médias sociaux, pas pantoute. Est-ce que ça fait notre affaire? Pas pantoute non plus. On annonçait à ce moment-là la coupure de 16 agents de protection de la faune. La vraie information qui sort par la suite, c'est que oui, on a fait une coupure de 16 agents de la faune, mais ça s'ajoute aux 70 postes qu'on a décidé aussi de ne pas remplacer, et ça s'ajoute aux décisions d'arrêt de la formation au niveau des agents de protection de la faune à l'École de foresterie du Chêné. Il y a une légitimité dans les coupures budgétaires, on doit compresser dans les différents ministères, mais là où est-ce que ça commence à, je vais le dire, m'écœurer un peu, c'est quand on fait de la désinformation comme ça. Dans la catégorie prendre les chasseurs et les pêcheurs pour des valises, il y a un trophée à remettre à quelqu'un ici dans ce dossier-là. Je ne comprends pas pourquoi on passe par de la désinformation comme ça, et j'espère que vous allez vous souvenir que c'est vous qui mettez en branle, qui tenez ces ministères-là debout par le paiement de vos différents permis et par les taxes que les différents ministères, donc que le gouvernement prenne sur votre paye à toutes les semaines. Et sachez ceci, il y a des adresses courriels et il y a des adresses postales à laquelle vous pouvez adresser votre mécontentement. Vous le faites sur les réseaux sociaux. Soyez certains d'une chose, ces gens-là en sont conscients. Le ministre Couillard lui-même est un chasseur et un pêcheur, donc c'est sûr qu'il y a une information qui se rend, mais utilisez les différents emails et utilisez les adresses postales. Faites comprendre votre mécontentement. Des informations comme ça, on ne s'attend pas à ça, puis on n'est pas des balises, puis il faut le dire. C'est tout. Vous voulez mon opinion un petit peu plus loin que ça? On s'en va à la pause. Après la pause, on reçoit Guy-Paul Thibault qui nous parle de munitions et d'armes. Guy-Paul Thibault, les Amants de la nature, comment ça va? Ça va bien, Martin, et toi, ce soir? Ça va super bien. J'ai lancé une question cette semaine, une question qui se pose énormément, puis ça revient souvent, puis je veux qu'on fasse le tour rapidement. Les fameux calibres, le choix des calibres. Sur les réseaux sociaux, on revient souvent à proposer la 30-06 comme un calibre médian, et avec raison. Il existe beaucoup d'autres aujourd'hui. On s'en va vers où? Martin, c'est sûr que le choix d'une 30-06 est encore beaucoup demandé, sauf que beaucoup d'autres calibres maintenant que les gens peuvent choisir, c'est rendu pas le plus populaire, je te dirais. Il y a des calibres qui ont en WSM, comme la 270 WSM, tu as la 300 WSM, pour les chasseurs qui veulent avoir quelque chose de plus puissant un petit peu, qui sont très, très recommandés, puis le monde les aime, ces calibres-là. Mais il y a beaucoup de choix, là, effectivement. Bien, il y a beaucoup de choix, puis c'est des choix personnels, parce qu'évidemment, il y a des différences de balistique, il y a des différences de recul, certains sont plus linéaires, d'autres vont avoir un certain angle dedans. C'est des choix personnels, sauf que il y a tellement de littérature qui disent tellement de choses différentes qu'à un moment donné, on a besoin de se faire guider là-dedans. C'est ça, c'est là qu'on dit aux gens de venir nous voir en magasin parce qu'on a des professionnels qui vont vous guider dans le choix. C'est pas nécessairement dire que quelqu'un qui est très corpulent ou qui est plus pesant un petit peu qu'une personne moins, que ça va être le choix d'un gros calibre qui va faire son affaire. Non, c'est pas nécessaire de toute façon. Ça va toujours avec les gibiers qu'on veut chasser. C'est ça l'important. Puis au bout de la ligne, ça vaut la peine parce que d'arriver puis de s'acheter une carabine sans être sûr et de se faire peur au pas de tir puis de la ranger à jamais par la suite, bien, avoir pris le petit 20 minutes que ça prend au magasin pour parler des choix qu'on a, là, ce serait l'idéal. C'est l'idéal. On ne se trompe pas à ce moment-là. C'est très important parce que c'est quand même un investissement assez important. Oui, donc, oui. c'est sûr qu'il faut se faire bien conseiller pour être certain de choisir la bonne arme là, qu'il nous faut.
Parlant d'investissement, tu m'as apporté plusieurs choix d'investissement sur la table, super intéressant. Je reconnais la sœur qui est devant moi, qui est une très belle carabine. Encore là, à savoir qu'il y a beaucoup de bons choix dans les armes à feu. Il s'agit d'y aller avec notre budget puis de consulter. Mais parle-moi de ça un peu. Celui-là ici, Martin, justement, c'est la nouvelle Sauer 101 qui est sortie cette année. Il y avait le modèle 202 que tu connais, je crois. J'en ai une Team Sauer. C'est ça. Puis ça, c'est le modèle. Des armes européennes, Martin, c'est sûr qu'on se trompe jamais. C'est une arme allemande. C'est une très, très bonne arme. Qualité d'acier, qualité du verrou. Ça fait une arme qui est aimée de tout. Tu reconnais dans l'utilisation d'une arme comme ça la qualité de l'engineering qu'il y a derrière la fabrication. Déjà, quand tu tires ta première balle au champ de tir, c'est comme « Oh, le comportement n'est pas le même ». Et à long terme, c'est une arme que ma Team Sauer, par exemple, probablement que mon fils va pouvoir la léguer à son fils à lui. C'est une arme qui va durer longtemps. Mais là, on fait une déclinaison. Ça, c'est du haut de gamme. Oui. Tu m'apportes d'autres choses que je connais aussi. Ça, c'est littéralement ce que tu m'as livré la semaine dernière au magasin, ce que j'avais commandé. Oui, la Sako A7, ça, c'est une arme qui est sortie il y a 2 ans à peu près, qui est une arme européenne aussi, qui est finlandaise. Donc, la qualité de ça aussi, comme je t'expliquais tantôt, les armes européennes, c'est quelque chose de... sont toutes très bonnes, dans le fond. Oh, oui. Et la qualité du verrou, comme j'ai dit sur l'autre. Il y a des petites spécifications aussi, si tu as regardé pour le chargeur. En fait, c'est qu'il faut pousser dessus celui-là, par exemple, pour le libérer. Et la façon dont il clip, c'est pas tout le monde qui va être à l'aise. Des fois, on va aimer mieux avoir un clip latéral. Là, on est sur le bout, simplement. Ça clip comme ça. Mais on cherche l'info au début. Donc, c'est l'avantage de manipuler ces armes-là pour dire, est-ce que j'aime l'action du verrou? Est-ce que moi, en main, quand tu me l'as mise en main, je fais comme, wow, elle est épaulée, c'est parfait, la pesanteur, c'est parfait, je commande. Pas pesante, justement. Non. Puis, c'est l'ergonomie de ça. Tu vois que quand tu touches à l'arme, tu vois que c'est comme caoutchouté un petit peu. Bien, c'est ça, un synthétique caoutchouté, mais pas trop, ça accroche pas quand on épaule non plus. C'est pas que le manteau est rendu en l'air. Fait que c'est ça, une autre arme européenne de très bonne qualité. Si on descend de budget, parce qu'évidemment, on est dans les deux, c'est pas des budgets astronomiques, mais on est dans les 2 budgets les plus élevés qu'on a sur la table ici. Je remarque que tu as amené une arme qui est très populaire, la Tikka, qui se fait dans une panoplie de versions. C'est ça. Ici, on l'a amené avec un modèle, avec une crosse. Je vais juste déposer celle-là ici, si ça te dérange pas. Oui. Martin, on l'a amené avec une crosse Tomahawk, celle-là. On sait que Tikka ne font pas de crosse comme ça. Donc, nous, on l'a fait faire avec un armurier de Montréal qui nous fait des crosses Tomahawk comme ça parce que c'est une arme que les gens apprécient, la prise de main là-dedans, c'est excellent. Fait que depuis qu'on a fait faire ces genres de crosses-là, je te dirais que c'est un gros vendeur là-dedans. Puis toujours la qualité finlandaise, comme le Tikka Sako, c'est la même compagnie. Donc, c'est c'est le même manufacture. Arme gauchère, mon réalisateur serait content. Oui, c'est ça. On a des droitières aussi, j'ai emmené une gauchère ce soir. Juste pour démontrer, ça c'est la même arme ici. Oui. Tout simplement avec une autre finition, c'est un polymère, c'est un synthétique tout simplement. Oui, on a fait faire un camouflage dessus. Ça, c'est Ecotone, justement, qu'on a fait faire un camouflage aux couleurs de l'Ecotone. Fait que, on a différents choix de crosses, différentes sortes de couleurs. Fait que, on peut remettre celle-là ici. Oui. Je vais juste y aller comme ça. Et dernièrement, tu m'amènes une arme qui est un peu plus d'entrée de gamme, si on le veut, la Savage, qui n'est pas un mauvais choix. On ne dit pas que c'est un mauvais choix. C'est tout simplement une entrée de gamme qui, écoute, dans un premier choix de calibre, fait très bien, où on a un budget un peu plus restreint. C'est parfait. Et ce que j'aime à dire souvent avec ces armes-là, c'est des armes, entre parenthèses, de bois sale. Ça me dérange moins de la mettre par terre. Sauf que c'est des carabines de très bonne qualité, Martin. Je suis sûr, ça fait 13 ans qu'on en va au magasin. Ils changent les modèles un petit peu, l'ergonomie est plus belle, ça, mais ça tire très bien. C'est un prix, comme je te dis, très abordable. Puis cette année, ils ont augmenté la qualité du télescope. Parce que c'est un kit. C'est un ensemble, c'est bien un ensemble comme ça, un prix abordable, puis quand même quelque chose de très bien. Hey, ça passe vite, hein? Il faut déjà s'arrêter. On s'en va à la pause. Tu me posais la question où est-ce que je suis parti à la pêche la semaine dernière. Bien, reste avec moi parce qu'après la pause, on s'en va à la pêche au Masquinongé. Hey Jim! Hey, salut Martin! Hey, comment ça va? Ça va bien, toi? Yes, hey, je suis content là. Hey, moi aussi, là. Merci de l'invitation. Ça me fait plaisir. C'est la première fois à Lac-Frontière, j'ai jamais touché à cette eau-là. OK, bien, bienvenue dans mon terrain de jeu, mon gars. J'ai mis la chance, Jim pour les intimes, Jim de Luck Fishing. Je pense que tout le monde te connaît sous ce nom-là. Ouais, en grosse partie sur Internet, ouais, c'est pas mal le nom que j'utilise. C'est un de tes territoires? Ouais, ben c'est mon grand terrain de jeu. Disons qu'avec le temps que j'ai passé ici,
J'ai en masse d'heures de travail de fête, mettons. Et là, c'est tout ce qu'on fait, là? Ouais. On embarque tout ça. On parle de travail. Je veux te voir travailler, je veux qu'on mette nos lignes à l'eau. Excellent. On prend ça sur le bateau, je m'en vais chercher mes choses. C'est bon. Yes! Tu prêt, mon Vas-y. Martin? Oui, je stabilise ça. Ouais, je te laisse y aller. Jim, Ouais. le coffre à jouets. Oui, le coffre à jouer. Puis là, jouets super intéressants que tu as commencé à développer, tu les fabriques toi-même, ces Oui, monsieur. leurres-là. Explique-moi rapidement, sans me donner ta recette non plus, OK. par où tu passes, là? Tu décides, toi, là, que tu fais tes leurres toi-même. Ben, c'est qu'au départ, je m'étais mis à vouloir guider, puis en tant que paranoïaque, peut-être, là, je sais pas, là, c'est que je me disais, si je guide, je veux pas nécessairement donner tous mes trucs, que monsieur, madame, tout le monde va arriver au magasin puis dire, hey, ça, cette heure-là, c'est ça que Jimmy utilisait, tu sais. Fait que je me suis dit, ben crime, regarde, je sais c'est quoi que j'ai de besoin, puis je vais recommencer à faire mes leurres moi-même, au prix que ça coûte. Je vais les faire selon mes besoins à moi. Puis ça fait que là, je me suis dit, bon, ben le poisson a besoin de ça, son alimentation, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça fait que là, je me suis dit, ben regarde, on va faire des leurres en conséquence. Puis j'ai commencé à gosser du bois, puis... Écoute, bravo, parce qu'au niveau fini, au niveau de la peinture, c'est incroyable qu'est-ce que tu arrives à faire. Merci. C'est génial, je regarde ce que tu as en main. Là. Ouais, ça, c'est un prototype. Ces deux-là, ils n'ont pas été se baigner une fois C'est encore. super. Là. Fait que là, on est rendu au stade où est-ce qu'on choisit ce avec quoi on va pêcher. Exactement. On a un temps qui est un peu clair, tu me le faisais remarquer. Oui, exact. Ça fait qu'on pourrait y aller avec les couleurs un petit peu plus, justement, là, dans les rouges. Le blanc est fonctionnel quand Oui, même. oui. Mais si, admettons, on se met à la place du masquinongé, le masquinongé, il va souvent regarder vers le haut. Comme là, le temps est quand même bleuté, grisonnant, mais on Ben, pourrait s'essayer quand écoute, même. là. J'allais dire, il y a déjà eu la truite dans ce lac-ci. Ouais. hein. Ouais. Et elle a une belle bedaine blanche en plus. Yeah. Ça te dérange pas, moi je te volerais celle-là. Tu peux essayer celle-là. J'en ai un autre aussi avec la bedaine rouge qui était fructueuse aussi. Là. Ah, tabarouette? Moi, j'irai Ouais, avec celle-là. Ouais. Moi, on va essayer Ouais. le plus gros format, mais après Ben, ça, on pourra, Oui, au courant de la journée, on pourra voir. switcher sans problème, mais écoute, on donne un essai à celle-là en premier. Yes, On monsieur. réajuste en cours de route. Excellent. Ouais, il est bon. Là, Jim, dans le fond, Ouais. le nom du lac, Lac Frontière. il a été donné carrément par rapport à ce qu'on voit ici. Oui, ben comme tu vu, là, si on regarde la rivière, après le croche, tout bien à peu près 100 mètres après, là, c'est les lignes américaines. Là. OK? Donc, t'es vraiment sa frontière. Oh, oui, carrément. Ton masquinongé, quand tu le sors de l'eau, tu le remercies en français ou en anglais? Ça dépend. Ça dépend de comment il me parle. Là. Si je le sens bilingue, je vais peut-être essayer en anglais, mais... On le remercie pas, on le remet à l'eau. Ouais, c'est ça. On va lancer, je sais pas lancer. On vient de trouver un rapala qui flotte dans le milieu du lac, comme ça. Seigneur, puis il y a tout le kit après. Oh, le monde qui lève, là. Yes, yes. Tu l'as-tu? Oui. Oui. Yes. OK, Dan! Ah, tabarouette, oublie ça, ça vient de décrocher. Tu vois? Première belle attaque de la journée qui était ferrée, c'est ça le pire. Ouais, mais regarde, c'est Bonne un mode départ. d'algues. On y retourne. On va aller redemander si ça y tente encore. Il est Colin.
avoir été un brochet, il t'aurait probablement réattaqué. Hey, tu fais la table, c'est pour ça que tu l'as. Oh oui, mais c'est là-dedans, écoute, c'est là-dedans que se tient le masquinongé. C'est dole pour ça, là, mais. C'est ça. On passe notre journée à décrocher des algues, mais le masquinongé étant un prédateur qui est très rusé, beaucoup plus qu'un brochet peut l'être. Hein? J'ai toujours dit qu'un masquinongé, c'est un brochet, pas de lobotomie. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, il n'a pas réattaqué immédiatement sur le lac. Exact. Ils sont rusés. On va refaire des passes sur nos structures où est-ce qu'on vient de passer. On est dans une belle talle. Là. Ouais. Puis écoute, on va espérer d'autres belles attaques comme ça. Yes, il est retourné dans l'eau! On va retourner le chercher! On va aller chercher sa main ou son pied. C'est ça. Là, Jim, le temps a changé. Oui, le soleil est sorti. Le soleil est sorti. Si ça ne te dérange pas, moi, je fouille un petit peu dans la boîte à cadeaux. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer cette truite-là pour une autre. Il est là en plus lumineux. Oui, plus clair un peu. Celle-là était quand même assez foncée. C'était une très bonne idée en début de journée. Tu te souviens de la truite dont je te parlais? Hein? Je l'ai spotée assez rapidement dans ton coffre en début de journée. Moi, je t'avais empêché à cause qu'il y avait le vent de blanc, puis le temps était nuageux un peu. Là, justement, avec la belle action que fait le poisson, tes leurres réagissent super bien. Surtout cette forme-là, là. La forme qui est plus longitudinale dans tes leurres. Là. J'adore, tu sais, le fameux walk the dog avec. Là, là tu vas-tu avoir une attaque pendant que je suis en train de te parler? Ça serait ben trop beau. On fait le fameux walk the dog avec, puis le poisson fait vraiment un déplacement latéral là, énorme. C'est génial. Qu'on y aille en force ou qu'on y aille légèrement, là, il suit les instructions. Il va ramasser! Il a fait ça de même, j'ai ferré trop vite. Et puis il était beau en plus, maudit. Là, Jim, ce qu'on a fait là, c'est la bonne chose à faire. Rien de mieux que connaître sa proie et d'adapter nos techniques de pêche. On sait qu'on est à la pêche, on court après un gros prédateur. Oui, mais c'est un prédateur qui fonctionne beaucoup en embuscade aussi. Ça fait qu'il faut, comme mon grand-père m'a déjà dit, il faut penser poisson. Parce qu'en fait, là, souvent, ce qu'ils vont faire, c'est que ils vont se prendre littéralement dans les talles d'arbres. Ou encore souvent sur le bord, là, quand on voit, là, il y a des algues qui se prolongent après les buissons. Là. Et souvent, là, ils mettent ça de reculons là-dedans. Carrément. Ils ont la tête qui dépasse, puis ils prennent le poisson fourrage ou la perche chaude, dans le cas de Staxi, en embuscade, puis ils vont sauter dessus. Fait que notre jeu en tant que pêcheur, là, comme on a fait là, on repère plusieurs structures végétales dans le lac. On va aller faire un tour sur le dessus ou passer par-dessus ou en face de ces structures-là. Ou même dedans. Ben oui, carrément dedans. Puis on enlève les algues après quand c'est rendu dans la chaloupe. Avec un premier leurre, une première couleur. On y retourne pas 4-5 fois de fil sur la même table. On fait le tour de la chaloupe. Et ce qu'on fait après, bien, on se parle 30 secondes pour laisser le temps au poisson de reposer. Puis même des fois, on peut passer en heure. Tu sais, si, admettons, comme là, tantôt, on a eu plusieurs attaques. Comme là, ce poisson-là, il n'a pas été ferré, donc il n'est pas en mode panique, si on veut. T'sais. Ça fait que là, on continue notre petite pêche, puis mettons au bout d'une heure, 2 heures, là, tu peux retourner sur le même secteur, puis ce masquinongé-là, s'il est encore en mode alimentation, bien là, il y a des grosses chances qu'il vienne t'attaquer ou bien tout simplement protéger son territoire de chasse. Surtout à ce temps-ci de l'année, on approche l'hiver. Les poissons sont en train de se nourrir, sont en train vraiment de se bourrer. Ça vaut la peine des fois d'aller pêcher un petit peu plus agressif sur les territoires qu'on veut pêcher, c'est-à-dire dans les endroits d'embuscade comme ça. On va y aller plus agressif parce qu'on va miser 2 choses. La première étant ce que tu viens de dire, l'alimentation. La deuxième étant que souvent, un poisson comme ça est territorial. Il ne veut pas qu'il y ait un autre gros mosquit ou un autre poisson qui soit dans son coin pour manger le poisson qui passe par là. Ah non, c'est officiel. Souvent, ça va être par rage de protection territoriale. Il va sauter sur ton leurre. Il protège son garde-manger. Ah oui, carrément. Parce que c'est arrivé souvent, là, j'étais avec des leurres de 7 pouces. Puis, justement, je voyais des bandes menées. J'ai lancé mon leurre de 7 pouces là-dedans. Puis, c'était un petit basquinongé là, de à peu près 16 pouces qui a attaqué. Là.
Puis lui, on s'entend qu'il n'a pas attaqué le leurre de sa pousse pour le manger. Il a carrément attaqué pour dire « Hey, tasse-toi de là, c'est mon terrain. » Réquisition territoriale. Carrément. Et une autre bonne idée, dernière fois, quand on a fait un premier tour de nos spots sur le tour de la chaloupe, Ouais. ça va être de passer avec un deuxième leurre, une deuxième Oui. couleur. Oui, c'est Fait officiel. qu'on a 2 montages de lignes à barre, Ouais. souvent 2 grosseurs de lignes différentes, avec Ouais. 2 grosseurs de moulinet et de lignes. Fait qu'on va passer notre deuxième leurre ou deuxième couleur du même leurre. Exact, Après ça, on se déplace pour on essaie d'autres structures, puis on peut faire une rotation sur notre lac comme ça. exact. Il faut être beaucoup plus stratégique que lorsqu'on pêche, par exemple, à la perche chaude ou à la, Ah oui, ou à la oui. truite. C'est pas la même chose. On fait face à quelqu'un qui est habitué de prendre notre place, d'avoir notre rôle. C'est lui qui Exact, chasse. c'est ça, c'est En ça. temps normal, là, c'est nous autres qui le chassent. Exact. Il faut le voir comme ça. Comme tantôt, il y en a un qui m'a attaqué, mais j'y ai sorti carrément de la gueule. Là. Et hein, ton leurre avait de l'air comme des lilliputiennes dans sa bouche. Là. Oui. Bien, c'est pour ça que j'ai fait errer, mais tu sais, c'était vraiment... Tu sais, quand on dit là, de garder une attention spéciale à surveiller notre leurre, tu sais, on met des lunettes polarisées, c'est pas nécessairement pour rien, là, tu sais, c'est vraiment, il faut que tu te concentres, parce que le mesquinongeux, des fois, il peut tout simplement, moi j'appelle ça une escorte, là, il peut tout simplement t'escorter jusqu'à la chaloupe, juste pour voir si ça valait la peine d'attaquer, oui ou non, tu sais. Puis là, tu vois, j'ai joué contre mes méthodes, j'ai regardé ailleurs, j'ai jasé, je me suis retourné, le mesquin était là, j'ai fait un saut, j'ai ferré, puis j'y ai carrément sorti de la gueule. Là. Tu lui as sorti le snack de la bouche. Ah, Tu carrément. t'es fâché de ne pas l'avoir pris, lui, t'es fâché après toi que tu lui as pas laissé son snack. Ouais, moi j'étais fâché contre lui. On continue. C'est bon. Jimmy, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça n'a pas été notre journée aujourd'hui. On n'a pas sorti de mosquée. Non, mais on a travaillé fort. Hein. On a travaillé fort, Ouais. on a eu des belles attaques, Ouais. puis on a fait de la belle observation. Yes. On a vu des bêtes. J'ai, entre autres, moi, eu une attaque qui, si ça n'aurait pas été de la mode d'algues que j'avais après, peut-être que j'aurais pu faire comme il faut. il était pas piqué, lui. Là. Toi aussi, non? T'as eu une attaque? Ouais, moi, je n'ai. C'est comme j'ai porté attention à ce phénomène-là, de toujours garder le leurre à vue. J'ai eu le malheur d'avoir une distraction, de me retourner avec les yeux sur le poisson en train de gober mon leurre, puis j'ai eu un stress, j'ai ferré beaucoup trop vite, j'ai carrément sorti de la gueule. Puis là, on sentait que mon leurre avait de l'air vraiment Non, oui, d'une noix dans une bouche. Là. La gueule grande ouverte, Ah là, ouais, puis tu as retiré le lunch de là un petit peu Ouais. trop de bonheur. Ma petite déception de la journée. Mais sur ce plan d'eau-là, Ouais. c'est vraiment pas comme ça d'habitude. Ben, pour ma part, c'est pas vraiment comme ça d'habitude. Tu sais, oui, la pêche au mesquinongé, déjà en partant, c'est une pêche qui est dure. Moi, ce qui donne que j'ai un succès sur ce lac-là, c'est probablement parce que je le pêche pas comme les autres. La plupart font de la traîne, puis la traîne veut pas, c'est qu'on passe sur le poisson par hasard, tandis que là, tu as vu de la manière que je fonctionne. Oui. C'est méthodique, c'est OK, ce secteur-là, on va l'analyser à l'os, puis on voit les herbiers gorocher en avant, gorocher en arrière. Vraiment travailler avec les structures d'embuscade. faut Puis là, ratisser pour les au bout. sceptiques, là, il y a des images en preuve de Ouais, ça. ouais, là, ouais, ça- ouais. Puis, une journée normale pour toi sur ce plan d'eau-là. Ouais. On va parler d'une moyenne. Je sais qu'à l'ouverture cette année, tu en as eu une très À grosse. l'ouverture, cette année, on a pogné 12. Hey, ça, le non, vendredi, ouais. Là, t'es brûlé en rentrant à la maison, mais t'as encore le sourire. Ah ouais, ben ouais, là, c'est sourire un à beau côté, roulage. là. Mais en moyenne, on parle de combien de prises? Moyenne. En moyenne, si, admettons, je vais faire une moyenne simple, là, en moyenne, c'est à 3 à 4 que j'en prends. Mais, OK. tu sais, il y a des journées que ça peut être, là, c'est pour ça que c'est une moyenne. Il y a des journées que ça peut être 1, il y a des journées que ça peut être 5, 6, 8. Mais arriver bredouille comme ça, là, c'est ma première en 3 ans. Mais c'est pas grave, on a eu beaucoup de On plaisir. t'a amené pareil. la malchance. mais- Non, on le regarde, c'est des conditions qui étaient peut-être pas Ça pour nous arrive. autres. Là. Puis ça fait partie de la game, tu sais. Comme moi, je considère que pêcher au mesquinongé, c'est une règle de 50-50. C'est vraiment là, 50 de technique puis 50 de chance. Là. Tu peux pas avoir plus. Là. Right. Fait qu'il faut que tu mettes tout de ton côté avec la technique. Ouais. Puis avec la technique s'accompagne le choix du bon leurre. Ouais. Puis là, je veux te reparler Selon de les tes conditions, leurres. puis, ouais. Tu le sais, hein, je l'ai aimé celui-là. Ouais, ben c'est sur celui-là que tu as eu ton accrochage. Écoute, poisson nageur
à la sauce Jim Deluxe Fishing. Yeah. L'action, lorsqu'on travaille en walk the dog, il était écœurant. Oui, c'est du gauche à droite au bout. Là. Celui-là, par contre, ses angles étaient un peu moins aigus, mais moi, j'aimais bien le travailler sur plus de longueur à chaque coup. Bon. Toi, tu en avais certains qui avaient des angles beaucoup plus aigus. Bien, lui, comme lui, il travaillait beaucoup plus serré. On est encore en stade prototype. Là. Lui, il travaillait vraiment plus serré, mais sauf que ce que j'aimais de lui, c'est que j'ai vu l'opportunité de début de saison, milieu de saison, qui est vraiment en surface, puis qu'il fait une belle vague. Surface, là, là, on a la dorsale qui est sortie. Ouais, là, si on peut l'appeler dorsale. Il n'y a pas de nageoire dorsale, avec le nez là, qui fait une vague en avant, puis qui fait des de la bulle. Oui, la bulle, on est excitant pour le prédateur. Puis celui-là, j'ai eu des suiveux, mais sans attaque. Si moi, je vais me procurer ça ou je vais avoir plus d'informations sur les leurres que tu produis, je m'y prends comment? Bien, pour l'instant, comme je te disais, je suis en mode prototype, mais si vous voulez avoir des informations, vous pouvez me rejoindre sur Facebook là, via Jim Deluxe Fishing, puis ça va me faire un plaisir de répondre à vos questions puis répondre à vos commandes s'il y a quoi que ce soit. Puis comme je dis, j'arrête pas d'insister sur le fait que j'étais encore en mode prototype. Comme là, moi, ma saison cette année, ça a été vraiment pour essayer, vraiment voir. J'ai eu des résultats. Pas aujourd'hui, on a mais des traces dedans sur certains des C'est aussi simple que ça. Oui, exact. En terminant, pour en apprendre plus sur le masquinongé, il y a une association, il y a un groupement duquel je fais partie, tu fais partie, qui est Muskie Canada. On a maintenant un chapitre à Québec. Yes, monsieur. Alors, c'est facile sur le web de trouver Muskie Canada, chapitre de Québec. Il y a des forums, il y a des personnes ressources, il y a des rencontres. Beaucoup de connaisseurs. Si on veut se lancer, c'est un petit peu comme quand on veut se lancer dans le saumon, en rivière, à la mouche. Idéalement, ça prend un mentor. Du côté du Muskie, si on veut y aller sérieusement, ça prend un regroupement comme ça. C'est une banque de données qui est comme... Vous faites même la banque de données génétique pour le gouvernement. C'est génial. Oui, parce qu'avec les analyses qu'on a faites là, déjà là, j'aurais aimé ça pouvoir continuer de faire des analyses aujourd'hui avec on n'a pas monté de poisson dans la chaloupe. Non, c'est ça. C'est dur de faire des analyses d'ADN, là, mais... Donc, Jim Deluxe Fishing sur le web. Muskie Canada sur le web aussi. Mais moi, je te le dis, Jim, un gros merci. C'est moi qui vous remercie. On remet ça. On remet ça. Exactement, puis ça va me faire plaisir de vous accueillir. Avec le lac derrière, là, c'est juste une partie remise. Oui, monsieur. Salut. Non, mais vous le savez, hein, l'équipe de production aurait pu choisir de ne pas présenter cette pêche-là, tout simplement, puisqu'on n'a rien pris. Mais par souci d'humilité, puis de vous montrer qu'on est comme tout le monde, puis ça arrive, puis c'est normal, on y retourne une autre journée, mais on la met en onde. Et puis, à ma grande surprise, à l'ouverture de ma revue Sentier Chasse-Pêche ce mois-ci, donc du mois d'octobre, écoutez, là, un très, très, très bon coup, les gars. Je dois vous féliciter. On publie un article qui s'appelle littéralement « Bon coup, mauvais coup ». Ce que c'est, la majorité des journalistes auxquels vous êtes habitués dans le magazine Sentier Chasse-Pêche vous présentent les endroits où est-ce qu'ils ont commis des bévues ou où est-ce qu'ils ont tout simplement rien pris. Souvent par exemple, Louis Turbine nous parle d'un choix inadéquat d'emplacement au niveau de l'appel. On a Richard Monfette qui nous parle d'une approche trop discrète. Plusieurs erreurs commises ou inattention, inexpérience ou équipement inadéquat du côté de Jeannot Ruel. Et bien sûr, on nous parle aussi des bons coups. Chapeau, les gars, de plus en plus que les chroniqueurs dans les différentes émissions et les différentes revues vont prendre la peine de s'humaniser, de démontrer que c'est normal de ne pas prendre de gibier une journée ou de ne pas prendre de poisson une journée. Il s'agit de persévérer. Mieux va être l'éducation envers nos pêcheurs qui se diront pas « ben coudonc, je suis pas bon, je vais passer à une autre activité ». Donc, chapeau, je vous laisse lire le reste. C'est bourré d'humilité, mais c'est surtout extrêmement bon. Je vous laisse le lire. Ces conseils vous ont été offerts par le magazine Sentier Chasse-Pêche, la référence chasse-pêche au Québec. Denis Beau, encore content de t'avoir avec moi. Bonjour Martin, ça va bien? Ça va super bien. Puis là, tu m'amènes tout le temps toutes sortes d'affaires sur ma table. Ben là, c'est le temps, là. En début de saison, on a parlé du fait que tu faisais de la recherche-développement, de quelle façon Éthique était à l'écoute de sa clientèle. Et là, tu es dans une gamme complètement différente de ce que tu as en temps normal, là. Absolument. Comme tu sais, là, une partie de notre travail à nous, c'est de rechercher les opportunités et des leurres qui sont adaptés à nos amis pêcheurs. Oui. Et ça, c'est le fruit d'une collaboration avec des collègues européens.
Donc, ça fait quand même quelques temps qu'on travaille là-dessus. Et puis, je suis pas mal fier, pas mal excité de te présenter ce soir quelques modèles, parce qu'il y en a beaucoup plus que ça. Et moi, j'ai vu le reste de la boîte, moi. Oui, mais c'est ça. Mais ce soir, on va se contenter de quelques modèles. Et puis, écoute, c'est déjà le temps de parler de la saison 2015. Alors, on va mettre l'eau à la bouche à nos amis pêcheurs par ces nouvelles cuillères-là, qui sont de conception vraiment différente. La cuillère, tu ne retrouveras pas ça sur le marché ici en Amérique du Nord. La cuillère est vraiment différente. Son action est différente. Je te dirais, le bruit qu'elle fait aussi. Là, j'allais te demander, la vibration doit être... La vibration est différente. Donc, on est bien fiers. J'ai eu l'occasion, évidemment, de les tester, parce que c'est un privilège que l'on a. Je t'ai vu un peu les tester cet été. Oui, on est un petit peu ensemble. Mais je dois dire, j'ai pris de la truite considérablement. J'ai pris du brochet. Éric a pêché avec, a pris de l'achigan avec ces cuillères-là. Alors, écoute... Je vais t'en présenter une première. Là, tu prends celle qui me titillait le plus, là, évidemment. Écoute, parce que je ne veux pas te piquer. Visuellement, évidemment, celle-là a beaucoup d'attrait. Bien, c'est sûr et certain. Beaucoup d'attrait. Et tu sais, quand on parle de vibrations différentes et de présentations différentes, de couleurs différentes, on le sait, sur les lacs, souvent, on a tendance à avoir une traude, une cuillère qui est fétiche de tous les pêcheurs, puis on passe ça sur les poissons, on vient qu'à s'habituer. Donc, quand tu arrives avec un objet, un leurre de pêche, qui émet une vibration complètement différente, tu vas être le premier à te faire demander « Qu'est-ce que tu fais? » Personne qui sort autant de poissons que ça ici. T'as quoi au bout de ça, là? Bien, c'est justement dans cette optique-là, quand on arrive avec des cuillères qui ont des différences à ce point-là, on devient attrayant. La vibration de la cuillère va générer, évidemment, là, une action ou une réaction du poisson. Et quand on essaie, tu sais, un lac, là, ça ne répond pas toujours de la même façon. Non, absolument pas. Il y a des journées que ça va mieux que d'autres. Et quand ça va moins bien, bien, d'avoir une sélection de leurres différentes avec, je dirais, des actions et des vibrations différentes, ça permet souvent de faire quand même des pêches très respectables. On parle d'adapter la technique, des fois changer de leurre comme ça, mais écoute, on y va. Présentation au niveau de l'emballage? Oui, bien voici, ça va arriver dans cet emballage-là. Normalement, ces produits-là vont être disponibles en décembre ou en janvier. Là. On est sur le point de les recevoir. Donc, la mise en marché va commencer. Et pour, évidemment, le printemps 2015. Donc, tous nos marchands auront ça. Maintenant, Martin, ça, ce n'est que quelques-uns, parce qu'on en a plus que ça. Mais ce soir, c'est juste un avant-goût. Maintenant, j'ai une petite question pour toi, une petite devinette pour toi. J'aimerais te demander, qu'est-ce que tu ferais avec ça, toi, Martin? Bien, écoute, très rapidement, je te dirais que je vois là-dedans un nouveau style peut-être de marcheur de fond. Ouais. Je vois un nouveau style de marcheur de fond, donc j'ai un plomb sur lequel je peux mettre tout simplement un bout de monofilament et pouvoir mettre celle-là ici plus haut. Sinon, je te le demande parce que c'est la première idée que j'aurais. Alors, c'est un leurre qui est versatile. Si on le prend ici, tu vas voir, la cuillère est vraiment de conception différente. Oui, bien, écoute, si on la monte un petit peu de côté... Exactement. Là. Regarde la courbe de cette cuillère-là. Donc, elle donne vraiment une vibration là, complètement exceptionnelle. différente. Maintenant, on peut utiliser ce leurre-là pour pêcher à la traîne. Oui. Mais, mettons, tu dis, le poisson est un petit peu plus profond que ce que la cuillère seule peut faire. Alors, le truc, c'est tout simplement de lui donner un peu de poids. Et on fait simplement... c'est un ensemble qui va si près que ça. Oui, donc, je peux m'adapter au courant de la saison quand mon poisson change de profondeur avec le même leurre. Et voilà, et on fait simplement le remettre à sa place, à sa position comme ceci. Montre-moi ça, hein? Et voilà. Et là, tu as un leurre à la traîne qui va descendre, je dirais, à 2 ou 3 pieds, alors que le leurre seul va être plutôt dans 1 pied d'eau à peu près. Autre chose, si tu pêches, mettons, sur place, eh bien, tu peux t'en servir pour jiguer. Ben oui. Tout simplement. Elle va aller au fond. Je vais aller le déposer au fond. Tout à fait. Génial. C'est un produit qui n'existe pas sur le marché. Pas dans cette forme-là. Absolument pas. J'adore regarder des nouveaux produits comme ça avec toi. Le temps court rapidement. Il y a quelque chose de super trippant qu'on va faire ensemble ce soir. Oui. On lance un concours sur Facebook, mais aussi par courriel, parce que c'est pas tout le monde qui est habitué à Facebook. J'ai ici un ensemble de 3 marcheurs de fond et de, attention, là, je vais essayer de faire quelque chose là, pour montrer un petit peu l'ampleur de tout ça. Là. 12 harnais adorés. 12 harnais adorés. Oui, c'est du stock qu'on met en concours sur Facebook et ça va fonctionner comme suit. Facebook ou encore par courriel. Ce que je veux, si vous n'avez pas déjà cliqué sur « J'aime » sur la page Facebook,
vous allez le faire dans un premier temps. Dans un deuxième temps, dites-nous laquelle des couleurs de marcheurs de fond de marque éthique vous préférez. Je vous rappelle, faites-le par courriel si vous ne pouvez pas le faire par Facebook, lcp@télé-mag.tv. Parmi tous les gens qui vont avoir répondu, qui vont être venus dire j'aime, on va faire le tirage. Le grand gagnant pourra choisir les différentes couleurs de marcheurs de fond, les différents poids de marcheurs de fond et les différentes couleurs de harnais adorés. Donc, on va rentrer en contact. C'est-à-dire que tu vas rentrer en contact avec lui. Et ça va nous faire plaisir. Pour le renvoyer. Et je t'en remercie. Là, on s'en va à la pause. Je te garde avec moi parce que je veux continuer à fouiller dans la boîte. Nous, on va aller avec Suzanne Nature en identification d'arbres. Suzanne, une question qui revient souvent, c'est l'identification des arbres et surtout par leurs feuilles. Les gens font des erreurs communes et c'est pas toujours facile. Tu as quelques trucs pour moi. Ah, c'est sûr! La botanique, c'est mon fort. J'adore tellement les arbres. Donc, une petite chose simple. D'abord, on va s'approcher des feuilles. Oui. Hein? Puis, les feuilles, ils ont des teintes, ils ont des formes. Parfois, ils sont découpés comme en petites dents. Des fois aussi, ils sont découpés par foliole. On a l'impression que c'est plusieurs feuilles, mais ça n'en est qu'une seule. Alors, on a un bon exemple avec notre frêne ici. Je vais simplement baisser la branche un petit peu pour que les gens puissent bien voir. Il y en a des belles ici. Là. Donc, alors, tu vois ici, Martin, ce qui nous permet de comprendre que ceci, ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 feuilles, mais bien une seule feuille découpée en 7 folioles. Donc, le pétiole ici, puis on voit même au bourgeon ici sur la base, ici comme ça. On voit très bien la prise. Oui, exactement. Donc ça, c'est une feuille à 7 folioles. Alors, on regarde, tu vois, il y en a encore une autre ici à la base comme ça. Et si on observe la position sur la branche de chacune de ces feuilles-là, on va voir qu'ici, ils sont opposés. Oui, ils sont opposés sur la branche de chaque côté. Ça nous permet bien d'identifier les arbres grâce à leur position sur la branche. Et si la feuille est découpée en plusieurs folioles, c'est intéressant. On peut vérifier aussi la teinte sur le dessus, la teinte sur le dessous. Parfois aussi, le nombre de nervures qu'il y a dans la feuille peut être un bon indicateur. OK? Et le contour du limbe de la feuille nous permet de savoir si la feuille est dentée ou si elle est complètement entière. Donc, juste au toucher, ça nous permet de savoir... Assez facilement, assez rapidement. Le charme de Caroline en est un bel exemple. Oui, effectivement. Un autre exemple d'observation de feuilles de très près, c'est par exemple chêne rouge, chêne des marais. Donc, le pélustris, le chêne des marais, est reconnaissable par la pubescence qui est présente ou non sur l'une ou l'autre des espèces en dessous. Donc, il faut vraiment s'approcher. Le petit côté duveteux. Il faut vraiment s'approcher et observer tous ces éléments-là de la feuille pour être bien sûr qu'on est en présence de l'espèce qu'on pense être. Et la petite loupe, toujours de mise à apporter avec nous. On va se diriger vers une autre espèce pour aller dans le même ordre d'idées. Donc, on va se diriger vers une espèce qu'on appelle le vinaigrier. Alors, c'est vraiment quelque chose de très, très beau comme arbre, comme arbuste. Donc, tu vois ici, c'est le même principe que tout à l'heure. Alors, ceci, c'est toute la feuille. Il y a différents folioles de chaque côté ici, comme ça. Donc, tout le long du pétiole, on a différents folioles qui sont opposés comme ça ici. Et ça nous permet d'identifier rapidement la plante. Et aussi, si tu passes ton doigt juste sur le bord ici du pétiole, tu vas voir s'il y a c'est pubescent. C'est pubescent. Un petit duvet très, très fin qui nous permet de bien identifier le sumac vinaigrier comme arbre, comme ça. Donc, pour les gens, ceci, ce n'est pas plusieurs feuilles, mais une seule feuille divisée en plusieurs folioles. On pourrait s'amuser à les compter pour savoir il y en a combien après le sumac vinaigrier. Mais c'est vraiment très important de bien intégrer cette notion-là pour arriver à bien identifier les arbres. On va se diriger vers une autre espèce. Oui. Donc, on va voir quelque chose un peu différent. On va s'en aller du côté d'un arbre
fruitier. Le cerisier qui est là. Bien, tu vois, je t'arrête 2 petites secondes. Oui. Une chose qui m'intéresse aussi souvent dans l'identification des arbres, avant même de s'approcher, de toucher à la feuille, tu vois, là, on passe d'un vinaigrier à un cerisier bien développé dans le port qui lui est propre. Oui. Alors, quand on regarde un vinaigrier de loin, il nous donne un petit peu l'allure presque tropicale d'un palmier. Oui. Bon, regardez un orme d'Amérique, le grand parapluie, le port de loin va nous donner souvent une première idée, puis on s'approche pour venir confirmer. Alors là, on est devant un cerisier. J'ai d'autres indices ces temps-ci, hein? Les fruits aidants, bien sûr, mais une caractéristique intéressante. Alors ici, ce n'est pas plusieurs folioles, mais bien une feuille avec son pétiole rattaché sur le rameau, sur la branche. Et si on passe nos doigts sur le bord, fait l'expérience, c'est vraiment en dents de scie. Alors la feuille, elle est dentée, mais très, très prononcée, c'est presque échancré. Donc c'est une feuille qui a une texture assez luisante. Donc au toucher, on peut confirmer que c'est une texture luisante. À l'endos, on voit que la feuille, elle est beaucoup plus pâle. Oui. Et on peut observer aussi facilement les nervures qu'il y a à l'intérieur de chaque côté ici de la feuille. Donc, toutes ces caractéristiques-là nous permettent de comprendre aussi la forme de la feuille. Donc, si on regarde la forme de la feuille, c'est pas un rond parfait, hein, c'est plutôt comme elliptique. Oui. Donc, on dit que la feuille, elle est elliptique. Ça nous permet aussi d'identifier le type de cerisier avec lequel on est en présence et le fruit aussi nous aide à reconnaître l'arbre. Donc, ça, c'est une des caractéristiques avec les feuilles. Naturellement que, mis à part le port de l'arbre, on peut aussi observer quelque chose de particulier. C'est tous les petits radicelles qu'on a sur les branches, donc comme les petites taches, les petites lignes blanches. Puis toi, tu m'as apporté un élément très intéressant pour les arbres fruitiers. Souvent, lorsqu'on veut savoir si on est en face d'un fruitier alors qu'il ne porte pas ses fruits, vraiment, à la base de la feuille, là, on va retrouver 2 petits grains. Moi, j'ai toujours appris ça comme étant des glandes. C'est probablement pas le bon terme du tout. Mais tous les fruitiers ont de très, très, très petits ou souvent beaucoup plus proéminents ces deux petites graines-là juste à l'entrée, juste à la base de la feuille. C'est des protubérances qui se trouvent à la base de la feuille. Donc, il nous permet d'identifier que ce soit un pommier, et peu importe, ou un cerisier. Donc, ça nous aide. On sait que c'est un fruitier. Oui, exactement, même si les fruits ne sont pas en présence. Donc, on va terminer avec une dernière espèce, encore là pour comprendre que les feuilles sont divisées, mais pas tous de la même façon. Donc, on va aller voir notre érable giguère. Oui, puis celui-là, il est particulier. On peut encore plus s'imaginer la feuille d'érable, une fois découpée, ressemblerait à quoi? Et c'est vraiment une feuille d'érable découpée quand tu prends, surtout ceux qui sont trilobés comme ça, là. Donc, la feuille, on voit bien, c'est comme en 3 parties. Donc, on appelle ça vraiment une feuille trilobée. Ça fait presque un triangle, mais en 3 parties ici. Donc, les feuilles ne sont pas tous identiques sur l'arbre. Celle-ci est très caractéristique, mais la plupart du temps, ce qu'on observe, c'est cette façon ici. Donc, on voit vraiment que la feuille, elle est découpée. Il y a vraiment des... Comme un érable imparfait, là. Oui, c'est ça. On pourrait dire ça comme ça. C'est tous des brouillons de feuilles d'érable. Donc, quand même, tout ceci, c'est la feuille. Oui. Donc, plusieurs folioles. Qui nous permet d'identifier ce type d'érable-là. On est encore opposé ici, oui, évidemment. Exactement. Donc ça veut dire que de chaque côté, si on regarde la façon dont est placée toute la branche, donc on voit que c'est opposé à la jonction ici de la branche. Oui. Donc ça, c'est une autre identification. Parfois, ça va être alterne. Donc on peut avoir une foliole ou une feuille qui démarre et qui s'en va de côté alterne. Et ça fait tout le long de la tige comme ça. Donc, c'est une autre caractéristique qu'on peut observer. Donc, c'est vraiment fascinant parce que c'est des choses très simples, pas compliquées, qui font appel à notre visuel, au côté tactile, même des fois l'odeur aussi, la présence de fruits. Par exemple. Oui, exactement. Donc, c'est vraiment tout un monde que le monde des arbres. Puis, il y a vraiment beaucoup de livres qui se font, même des applications sur les arbres. Alors, les gens peuvent en savoir davantage sur nos grands compagnons. Oui, il y a beaucoup de littérature. Puis moi, je t'amènerais peut-être, en terminant, un petit truc qui peut être super intéressant. Souvent, quand on attache une activité à un savoir, on le retient beaucoup plus facilement. Et les enfants adorent faire du bricolage. Aller dans le bois à l'automne avec papa, maman, ramasser des feuilles, acheter un bloc de paraffine
pour glacer les feuilles et les garder dans un herbier, faire identifier les arbres aux enfants. On fait un bricolage, on a une sortie en forêt et on les introduit à ce domaine-là. Puis généralement, lorsqu'ils ont collé leurs feuilles de chêne, là, par la suite, là, bon, il y a plein de chênes, il y a plein d'espèces de chênes, mais au moins, ils vont pouvoir reconnaître rapidement. « Regarde, papa, c'est un chêne. » Vous allez voir la fierté dans leurs yeux quand ils vont les reconnaître. C'est avec ces activités-là qu'on les amène vers la forêt, qu'on les amène vers ces connaissances-là. Suzanne, je te remercie encore une fois. Ça fait grand plaisir. Merci. Éric Bory, de retour dans mon salon. Comment ça va? Très bien, toi, Martin? Ça va super bien. Surtout qu'avoir un ami taxidermiste dans le temps de la chasse au gros gibier, comme on est présentement, c'est une valeur sûre. Hein? Puis là, je parle pas pour avoir des bons prix, là. Malgré que, bon, écoute. Ouais. Je parle surtout au niveau des techniques. C'est important de porter attention à la façon d'abattre, de préparer. C'est pour ça que je t'ai fait venir aujourd'hui. Des histoires d'horreur, t'en as vécu, toi. C'est important de porter attention à comment on éviscère notre gibier. Là, je te passe ta poque puis je te laisse aller. OK. Je peux te dire une chose, Martin, j'en ai vu des horreurs. Et j'en en vois encore, et j'en vois de toutes les longueurs, toutes les couleurs, des panaches qui marchent tout seuls. C'est l'enfer. Des têtes de gibier, là, des têtes de chevreuil qui s'est ouvert de partout, des coups de couteau, là, que soi-disant que Pierre-Paul ou Jacques, ils savaient le dépouiller. Ils l'ont fait, mais ils connaissent rien du tout. Abattage aussi? L'abattage, on tire dans le cou, bien sûr, bonjour. Là, on perd pas juste 3 livres de steak haché, on vient de perdre une belle occasion d'avoir une belle tête. Quand tu tires avec une 300 Magnum, là, puis ça te fait un trou comme ça à la sortie, bonjour les dégâts. Là, on est des dieux peut-être dans la taxidermie, mais on n'est pas des dieux, parce qu'on ne fait pas des miracles. Ben, tu ne peux pas recréer une touffe de poils de 6 pouces de diamètre. Tout à fait. Généralement et idéalement. Donc, il y a une façon dans l'abattage, donc le tir de précision est important à ce niveau-là. Il y a une façon dans l'éviscération. Et là, j'aimerais que tu m'expliques de quelle façon je dois entailler ma bête pour bien te la présenter, bien te la porter, pour que toi, tu puisses faire un travail optimal. Aurais-tu quelque chose pour que je puisse montrer ça? Madame la régisseuse? Ah, et voilà! Oh, tabarnouche! Je t'ai amené un modèle. Ben là, on m'a dit, il ne faut pas que ce soit sanglant. On s'entend, c'est cute. Donc, hein, on se respecte là-dedans. Et puis, écoute, regarde, c'est blanc, donc on voit entièrement l'abdomen. On peut faire le cours d'éviscération, proprement dit. Et je t'ai apporté un marqueur pour nous indiquer un peu. Tu t'attendais à quoi de plus gros, hein? Ouais, je pense que je vais le mettre dans mes poches. Alors, j'ai abattu mon chevreuil, il est là, j'ai quelqu'un qui me tient une patch, je tiens l'autre patch, je débute mon éviscération. On va passer le bout rectal, etc. Exactement ça. Je commence à entailler jusque où est-ce que je vais. Alors, pour commencer, jusqu'où tu vas? Juste le montrer exactement comme ça ici. Le début de la cage thoracique, ici. Oui. Juste le début de la pointe cage. Du sternum, dans le fond. Exactement ça. Avec ton doigt, tu le sens, là où c'est généralement qu'on met la pointe du couteau. Tu vas là, et là, tu descends sur une ligne droite jusqu'à l'anus. Même si je pars du bas ici et j'ai mes doigts pour me guider, j'arrête lorsque je sens la pointe du sternum en montant. Exactement ça, parce qu'ici... C'est ma limite. C'est ta limite, parce qu'ici... On va juste le tourner pour la caméra, pour que tout le monde le voie bien. Donc, la limite, la pointe du sternum ici, que je sens généralement avec mes doigts lorsque j'arrive, c'est la limite. On vide l'intérieur de la cage à ce moment-là, tout simplement y allant par l'intérieur. Par l'intérieur. Tu sors les poumons, tu sors le cœur, bon, bien sûr. Là, généralement, tu le sors du bois. Oui. Tu le pendais par les pattes en arrière si tu veux le dépouiller toi-même. Par les pattes en arrière, comme ça, tu as toute la longueur de ton chevreuil. Et pour être sûr, tu le vises au centre de ton ventre. Il vaut mieux qu'il y a trop de peau que qu'il en manque. Okay. Parce qu'on ne peut pas remplacer ce qui manque. Donc, je vais aller vital, mais je vais me donner un pouce ou deux, en faisant attention toujours à la panse. Je préfère qu'ils mettent un pied qu'un pouce, parce que les gens disent « Ouais, j'en ai laissé en masse. » puis... Donc, on différencie vraiment là, ici la chasse pour la viande de la chasse pour le panache, puisque si je vais vraiment pour le panache, je vais un peu moins faire attention aux organes dans lesquels ça aboutit. Si je contamine ma viande, c'était pas pour ça que j'y allais pour le panache. Exactement ça. Parce qu'autrement, évidemment, si je veux préserver ma viande, je vais rapporter près de l'épaule pour pas avoir le contenu de l'estomac qui se répand dans mon animal. Exactement ça. Il faut faire attention. On va dire vite fait pour le panache, au lieu de le couper, comme disent les bouchers, coupe ça ici,
Tu me coupes ça juste derrière la tête, là. Lorsqu'on fait le scalp. Exactement ça. Là, et amenez-moi la tête au complet, et moi, je m'occupe de tout. Donc, en résumé, si je veux faire une tête entière, ce que je vais faire, c'est que je vais monter jusqu'à la pointe du sternum. Je le sens bien avec mes doigts. Tout à fait. Si je veux faire un scalp, alors à ce moment-là, on peut vraiment couper sous le mandibule, donc sous la mâchoire, et amener là. Mauvaise idée de passer la scie et d'amener strictement le scalp. Exactement ça, parce qu'en général, il manque toujours de la peau, puis là, tu peux rien faire. Donc, il faut changer, prendre une cape de remplacement, je dis une calotte. Mais là, ça fait des frais supplémentaires aux clients. Et voilà. Et à un moment donné, ça te revient avec des factures de 200. Idéalement, de toute façon, on t'appelle avant de partir. Et vaut mieux. On t'appelle. Comme on appelle notre boucher, on appelle notre taxidermiste. Exactement ça. On coupe dans le sens du poil. Question de ne pas perdre de distance. Exactement. Je finis 30 secondes au niveau du chevreuil. Quand je vais couper ici, oui. Tu commences, il ne faut jamais l'ouvrir là. L'orignal, tu peux le faire, mais pas le chevreuil. Bon, au niveau, parce qu'il y en a qui l'ouvrent comme ça. Donc, vraiment au centre du dos. Là. Exact. L'orignal, tu peux le faire. Parce qu'il y a du poil, c'est 4 pouces de poil au niveau de... Ça te permet de camoufler. Exactement ça. Exactement ça, le raccommodé. Là, on est rendu des couturiers. Le chevreuil, non. Surtout à ce temps-ci, c'est un poil court. Et imagine si il ferait ça, ben, le poil... T'as pas de zone tampon, là. Exactement ça. Là, t'as pas de jeu. Donc, tu vas voir la couture, puis ils vont te dire, les taxidermistes font une mauvaise job. OK. Donc, au centre, on commence à déglisser comme un... On pèle. Oui, exactement ça. Vous mettez tu le vides. Au niveau de ta patte, ici, dans la jointure, ici, tu l'ouvres, mais tu t'arrêtes. Donc, vraiment derrière jusqu'au poplité. Exactement ça. Derrière le genou, là. Pour pouvoir sortir ta cuisse. De l'autre côté, tu fais la même chose et on glisse ça comme un portefeuille. On le fait glisser jusqu'en bas. Donc, des incisions pour ne pas risquer que ça déchire. J'ai des belles coupes franches, question que toi, tu puisses rapatrier comme tu le veux. Exactement ça. Et moins de trous possible parce que si vous faites plus de trous, ben, ça fait des frais supplémentaires et on ne peut pas tout réparer non plus. Parce que le poil d'un chevreuil, c'est très particulier. Très particulier quand on fait des coutures parce qu'il y en a tellement qu'on le voit, ça frise le poil quand on fait des coutures. Ça pardonne pas, on va le voir assurément. Exactement. Éric, je te fais revenir dans l'émission. Ça passe très vite, c'est le temps qu'on avait. De notre côté, le concours Facebook, de ton concours de panache, de ta soirée de panache, donc les paires de billets qu'on avait à faire tirer sur Facebook, parmi les j'aime de la page, les 2 premiers gagnants qui ont été annoncés qui se sont fait annoncer qui sont gagnants aujourd'hui via Facebook, Éric Beaulieu et Philippe Bureau, excusez-moi, je lisais le nom et j'avais de la misère un petit peu. Donc Philippe Bureau, Éric Beaulieu, je vais vous envoyer un message aujourd'hui sur Facebook. Vos billets sont à la réception de Télémag. Il y en aura d'autres la semaine prochaine. Vous le savez, il y a d'autres concours qui arrivent sur le Facebook. Suivez régulièrement, écoutez-nous. On va vous en faire part. La semaine prochaine, on vous parle de la chasse de Stéphane Monette au chevreuil à l'arc et on vous parle du rodage d'une carabine. Soyez des nôtres. Je prends ma caméra, je l'allume pour pouvoir faire un focus sur la caméra puis qu'elle va s'en venir sur moi. Et tout d'un coup, du coin de l'œil, je vois un panache arriver. Le mâle est là et en s'en venant directement sur la peau, me regarde et les minutes sont longues. Loisirs Chasse et Pêche vous a été présenté par Les Amants de la Nature, le groupe JD de Bois-Châtel et la Capitale Assurance Générale.